Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Mon nom c'est Mohamed El Mokhtar Mahamar. Je suis le président de la coalition malienne des défenseurs des droits humains. Nous travaillons fondamentalement sur trois axes au niveau de la COMADDH. Le premier axe, c'est un axe de renforcement des compétences des organisations membres en vue de leur permettre de mieux impacter leur travail de tous les jours. Et ce travail, nous le faisons avec de la formation, avec de la sensibilisation, pour permettre à nos membres de mieux cerner les questions de droits humains, les questions de justice, les questions de genre. Le deuxième axe de notre intervention, c'est la production d'outils méthodologiques et de support technique pour nos membres en vue de leur permettre de mieux cerner ces outils-là et de les implémenter toujours, n'est-ce pas, dans le cadre de mieux impacter leur travail, de réaliser leurs activités avec le professionnalisme qui s'y est. Et le troisième axe, c'est la protection des défenseurs des droits humains. Et cette protection, nous réalisons ça par le développement d'instruments juridiques. Nous sommes en train de travailler au niveau national à faire adopter par le gouvernement une loi de protection des défenseurs des droits humains. Il faut rappeler qu'on a déjà produit un avant-projet que nous avons remis au ministre de la Justice et des droits de l'homme d'alors, parce qu'entre-temps il y a eu changement. Et nous travaillons aussi avec un dispositif de sécurisation des défenseurs et d'appui même aux défenseurs lorsqu'ils sont victimes d'exactions de violence. Aujourd'hui, on a un de nos collègues, Modi Touré, qui a été victime des événements de Kidal et à qui nous apportons l'assistance, le secours approprié. Pour nous, c'est extrêmement important parce que nous sommes sur le terrain et sur le terrain, nous menons des actions de renforcement de compétences, des actions de plaidoyer pour permettre à ce que le portage de la justice pénale internationale soit une réalité. Et de ce point de vue, nous aimerions être nourris des expériences qui ont été développées ailleurs et qui ont apporté des résultats concrets au bénéfice des populations, au bénéfice des communautés, singulièrement au bénéfice des victimes. Et dans cet ordre d'idées, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé avec ce que Victor nous a exposé en termes d'expérience. Et nous pensons que nous allons travailler en synergie avec ces organisations, comme avec les autres belles pratiques là, pour mieux impacter le travail que nous faisons, pour mieux faire en sorte que nous puissions atteindre des résultats escomptés au terme de nos interventions. Je l'ai dit, notre champ d'intervention, c'est les droits humains. Et les droits humains sont caractérisés par des principes. Et l'un des principes, c'est l'universalité. L'un des principes, c'est l'inaliénabilité. L'un des principes, c'est l'indissociabilité. L'universalité, tous les êtres, n'est-ce pas, doivent jouir des droits humains. L'inaliénabilité, c'est que on ne peut pas se départir des droits humains et on ne peut pas priver un individu des droits humains. Et leur caractère indissociable, c'est-à-dire que leur réalisation est systémique et systématique au bénéfice de l'ensemble des communautés. Et donc, pour permettre à ce que ces principes-là soient appliqués dans la société, asseoir la justice,
asseoir la dignité de chaque individu, faire des droits humains une réalité pour tout le monde et partout. Ces raisons nous amènent aujourd'hui à nous engager sur ces questions. Je dirais que les victimes sont associées, impliquées et participent en fait à nos initiatives parce que nos raisons d'être, c'est les victimes. Et en termes d'action de communication, en termes d'action de plaidoyer, nous avons d'abord pensé qu'il fallait créer et mettre en place un vivier d'acteurs compétents sur la question. Et c'est pourquoi nous avons été amenés dans un processus, dans une démarche itérative et participative à produire un guide de formation sur la justice transitionnelle. Il faut dire que la justice pénale s'entend véritablement le fait que dans un pays, on puisse faire en sorte que la vérité soit connue, que la justice soit rendue, que les réparations soient réalisées et que des garanties de non-récurrence soient posées pour permettre à ce que plus jamais les exactions ne soient répétées. Donc nous travaillons dans cet attelage-là et nous avons donc, comme je l'ai dit, dans une démarche produit un guide. Et le processus a fait que les formateurs, avant même l'action de formation, s'étaient déjà aguerris et avaient déjà développé des compétences. Et donc, la formation qui a été réalisée avec l'accompagnement du Centre international de justice transitionnelle sur financement de Trust Africa a permis de renforcer davantage et d'amplifier les connaissances de ces formateurs-là sur la question de justice transitionnelle. Et les compétences acquises ont permis à ces formateurs-là de former des éducateurs en justice transitionnelle. Aujourd'hui, presque chaque cercle, nous avons 49 cercles au niveau du Mali, plus les 6 communes du district, ça fait donc 55. Et donc dans chaque cercle et commune du district de Bamako, nous avons 3 éducateurs qui ont été formés et qui constituent des sentinelles pour pouvoir non seulement veiller sur la mise en œuvre, mais aussi accompagner la mise en œuvre de la justice transitionnelle. Et c'est d'ailleurs ces acteurs-là qui ont animé les sessions de dialogue intracommunautaire sur les questions de justice transitionnelle, pour permettre à ce que, à l'intérieur de la communauté, de la même communauté, les acteurs puissent cerner ce que la justice et s'engager pour son implémentation, pour son effectivité. Pour que la réconciliation soit effective et durable, au niveau de la COMADDH et de la plateforme de justice transitionnelle, toutes les actions qui ont été mises en œuvre ont corroboré à ce que l'on puisse travailler sur la triptyque justice institutionnelle, justice pénale internationale, justice transitionnelle. La justice institutionnelle va s'occuper des plaintes qui ont été déposées à son niveau par les victimes. Et donc, ces plaintes-là vont être traitées, examinées et la justice va être rendue avec les réparations qui s'y est. La justice pénale internationale en tant que CPI doit s'occuper des auteurs qu'au niveau institutionnel national, on ne pourra pas cerner. Vous conviendrez bien avec moi que le Mali, au regard de la complexité des acteurs qui sont intervenus dans la commission des violations, il y a des acteurs qui échappent au Mali. Et ces acteurs-là, la CPI pourra s'occuper de ces gens-là. Et tu vas trouver aussi que, en fait, parce que c'est vraiment des acteurs, souvent qui ne sont pas des nationaux, souvent qui sont d'autres pays, et donc il faut qu'il y ait une convergence internationale
pour pouvoir prendre en charge ces éléments-là. Et la justice transitionnelle pourrait s'occuper de la cohésion sociale parce que, en fait, il y a des gens qui sont impliqués, souvent de leur propre initiative, souvent ils ont été emballés, enroulés contre leur gré. Il faut que ces acteurs-là puissent aussi se retrouver, puissent s'exprimer, puissent justifier leurs actions et que les mécanismes de la justice transitionnelle puissent s'opérationnaliser et permettre à ce que les 4 piliers soient observés. Et en ce moment-là, nous pensons que nous aurons touché l'ensemble de façon massue la question. Et en ce moment, la réconciliation pourrait être quelque chose d'effectif. Mais pour que tout cela puisse se faire, il faut qu'il y ait des bribes de paix. Il faut que les gens reviennent. Il y a des déplacés, il y a des réfugiés. Il faut que tous ces acteurs-là puissent être sur les lieux pour qu'on puisse véritablement amorcer la mise en œuvre effective de cette triptyque justice institutionnelle, justice pénale internationale, justice transitionnelle. Donc chaque forme de distribution de la justice a son rôle sur le territoire national. Et sans la conjugaison effective de ces 3 formes de distribution, il va être difficile au Mali de réaliser de façon pérenne, de façon durable, la cohésion nationale. Il y a effectivement à ce niveau des contraintes. D'abord, au niveau national, il y a des contraintes par rapport à la justice institutionnelle. Ces contraintes sont d'ordre présentement géographique parce que les juridictions sont un peu éloignées des populations. Ces contraintes sont d'ordre économique parce que c'est des populations qui ont été victimes de ces exactions-là sur un temps assez long qui les a appauvris et donc sont démunis, n'ont pas assez de ressources pour pouvoir suivre la procédure de justice institutionnelle qui est une procédure longue. L'autre défi, c'est même la question linguistique parce que la justice est rendue dans une langue qui n'est pas la langue très souvent des communautés. Et donc, il y a un problème lié à la communication, à l'interaction entre les victimes et ceux qui sont chargés de distribuer la justice. Les contraintes aussi, c'est qu'il faut d'abord et surtout renforcer la confiance des justiciables en la justice institutionnelle. Vous savez, dans les pays où il y a des bribes de corruption, où les populations pensent que pour avoir raison, il faut débourser, vous savez, ça n'encourage pas très souvent les populations à rester au niveau de cette justice institutionnelle. Quant à la justice pénale internationale, là, le poids, la contrainte fondamentale, c'est non seulement la distance, mais aussi c'est sa lenteur. Et au-delà de la lenteur, c'est vraiment sa capacité à faire en sorte que les victimes puissent disposer des réparations dans des délais raisonnables. Parce que, imaginez, quand vous êtes une victime économique, on vous a enlevé tous vos moyens de production, on est parti avec toute votre logistique, parce que c'est ça aussi les réalités. Et si vous devez attendre à ce que la réparation le jugement soit fait, que la réparation soit mise en place par la CPI, vous risquerez véritablement de mourir sans avoir les réparations qui s'y est, quoi. La première perception, c'est que les populations, les victimes singulièrement,
sont convaincus que pour qu'il y ait cohésion sociale, pour qu'il y ait entente, pour qu'il y ait coexistence, il faut que la justice soit rendue. Donc, de ce point de vue, les victimes attendent que justice soit rendue. Cela a même amené les victimes à exiger à ce que, même dans la commission qui va s'occuper de la réconciliation, qu'il y ait les vocables de vérité et justice dans cette commission. Et cela a amené le gouvernement à créer une nouvelle commission sur les cendres de l'ancienne, qui était commission dialogue et réconciliation. Et aujourd'hui, la commission, c'est la commission vérité, justice et réconciliation. Donc, les victimes sont très attachées à la question de justice, à la question de réparation, à la question de vérité et à la question de garantie de non-récurrence. Et donc, de ce point de vue, les victimes adhèrent à la justice. Et comme je l'ai dit, en fonction des besoins, l'une des trois formes de justice doit s'opérationnaliser. Et les victimes aussi voudraient qu'on fasse la démarcation nette entre ce qui est réparation liée aux dommages subis et ce qui est programme de développement. Parce que quand vous regardez au niveau national, de 1960 jusqu'à nos jours, on a connu plusieurs rébellions. Et toutes ces rébellions-là ont fait l'objet de programmes de traitement. Mais il n'y a pas eu de réparation spécifique qu'on pourrait dire, bon, c'est lié en fait au fait que vous ayez été victime d'une violation. Donc aujourd'hui, les victimes sont dans une autre posture. Et pour le moment, les balises posées permettent d'espérer. Je partage cette préoccupation parce que je suis malien et en janvier 2013, il a fallu de peu pour que l'existence même du Mali en tant qu'État puisse être remise en cause. Je suis d'accord parce qu'aujourd'hui, dans le septentrion malien, il n'y a pas de juridiction liée à la justice institutionnelle nationale. Je suis d'accord parce que il y a des auteurs présumés qui sont difficilement saisissables par l'État malien au regard de la complexité des acteurs qui ont intervenu dans la commission des violations. Je suis d'accord parce que les États ont la capacité de ne pas amener leur affaire devant la CPI. Et donc, de traiter cette question-là au niveau national. Et si le Mali a déféré sa situation devant la CPI, c'est au regard de la complexité des acteurs qui ont intervenu et au regard de la situation nationale. Oui, il y a des initiatives spécifiques et par divers acteurs. D'abord au niveau de l'État, il y a eu un colloque national sur le portage de la justice transitionnelle. Ensuite, aujourd'hui, et suite aux échanges que nous avons eus, il y a une stratégie nationale qui est en train de se dessiner au niveau gouvernemental.
au niveau des acteurs de la société civile, bien avant le colloque, ce sont ces acteurs de la société civile qui se sont remués, qui ont porté la réflexion sur la question de justice transitionnelle et qui ont suggéré à l'État l'organisation d'une réflexion sur la question. Et ces organisations aujourd'hui ont porté la question de justice transitionnelle, ont mis en place une plateforme de 111 organisations qui sont essaimées de par le territoire national et qui travaillent à la promotion de cette justice transitionnelle. Et les partenaires aussi sont acquis à la justice transitionnelle et donc sont en train d'accompagner les initiatives dans le domaine. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Algérie, qui est en train d'être signé par les différents acteurs, aussi connaît en son sein véritablement des dispositions pour que cette justice transitionnelle-là soit appliquée et engage même les différentes parties à coopérer de façon assez étroite pour son effectivité. Les citoyens aussi, il faut les comprendre et se mettre un peu à leur place. Lorsque vous êtes dans un état où les populations, chaque fois, voient que la justice ne correspond pas, n'est pas adaptée à leur réalité, au regard non seulement du fait que ça soit éloigné géographiquement, du fait que c'est honoré économiquement, ce n'est pas accessible, du fait que c'est rendu dans la langue de l'autre, du fait que on a le sentiment que la justice est corrompue, on a le sentiment que la justice n'est pas rendue comme elle devait l'être. Ça fait que le justiciable n'a pas confiance en sa justice. Et lorsque vous n'avez pas confiance en quelque chose, vous vous en éloignez. Vous en éloignez. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a une perception. Et cette perception fait que on pense que quand on amène un individu au niveau de la justice, c'est pour l'avilir. Donc il faut travailler sur tous ces éléments-là. Il faut faire en sorte que la justice soit réconciliée avec le justiciable. Il faut que les tribunaux soient de plus en plus plus près des justiciables. Il faut qu'il y ait une conscience professionnelle développée au niveau des différents acteurs de la justice. Il faut que la déontologie soit observée. Il faut que la justice soit rendue sur des bases qui permettent aux différents acteurs de croire davantage en cette justice-là. Et cela est fondamental. En fait, les formes de distribution de la justice, et comme l'adage même le dit, la justice est faite pour les pauvres. Et donc, de prime abord, les populations pensent que c'est des garanties pour elles. Et le fait que, au niveau national, la situation ait été déférée devant la CPI, les populations pensent que, tôt ou tard, la justice sera rendue. Pour ce faire, il faut travailler à ce que l'information puisse être collectée et sécurisée. Parce que, comme vous le savez, l'information est périssable, les traces peuvent s'effacer, mais il faut documenter pour qu'au bon moment, on puisse exploiter cela. Les populations croient en la justice pénale internationale parce que les populations savent que la justice nationale, en elle seule ne peut pas gérer le problème. Les victimes savent que
les gens qu'ils ont vus, dans la plupart des cas, ne sont pas seulement des Maliens. Et donc il faut une interaction internationale pour permettre à ce que tous les auteurs présumés soient traqués et que tous ces auteurs présumés-là puissent répondre de leur forfaiture. Et c'est pourquoi dans nos actions de sensibilisation, d'information sur la justice transitionnelle, les populations pensent que c'est un mécanisme adapté à leur situation. Et surtout souvent lorsqu'on leur donne des exemples de par le monde, les populations croient que la justice transitionnelle est une justice adaptée parce que en fait ça peut être alimenté par les réalités nationales. Et donc cette capacité à s'adapter aux exigences culturelles, aux exigences sociétales fait qu'il y a une confiance assez grande en la justice transitionnelle. Ce qui importe aux citoyens lambda, c'est que lorsque il est victime d'une violation, que justice puisse lui être rendue. Si au niveau international, on peut faire efficacement le travail, les populations ne sont qu'enchantées. Si au niveau africain, on peut rendre cela, ça les agrée. Mais il est extrêmement important que l'on puisse travailler à ce qu'il y ait une complémentarité sur la chaîne. Et qu'il y ait une complémentarité sur la chaîne, mais que les niveaux ne s'annihilent pas. Que les niveaux ne créent pas de blocage. Il faut qu'il y ait la célérité pour que la confiance et l'adhésion puissent être renforcées, quel que soit le mécanisme. Quel que soit le mécanisme. Il est important que les balises soient posées pour que qui qu'il soit, quelle que soit sa position sociale, que lorsque la personne commet des violations, que la personne puisse répondre. Que les violations de façon systémique soient imprescriptibles. Ça développe et renforce la confiance du citoyen en la justice.